Je m'appelle Elena Rossi, et j'ai découvert que je vivais un mensonge le jour de mes 25 ans, lorsque la femme que j'avais appelée « maman » pendant 2 décennies m'a tendu une boîte de lettres nouée d'un ruban jaune délavé et m'a dit « Elles appartenaient à ta vraie mère ». Ces mots ont eu l'effet d'un verre qui se brise. Vraie mère. Comme si Isabella Rossi, celle qui m'avait coiffée chaque matin jusqu'à mes 12 ans, qui avait veillé tard pour m'enseigner le calcul, qui avait conduit 3 heures pour chaque tournoi de débat, était soudain artificielle. Un substitut. Une solution temporaire qui avait simplement duré plus longtemps que prévu. Je ne comprends pas, dis-je, même si une partie de moi comprenait. Une partie de moi avait toujours senti que quelque chose dans notre portrait de famille était soigneusement construit, la manière dont les conversations s'arrêtaient lorsque j'entrais dans une pièce, la façon dont certains parents éloignés étudiaient mon visage un peu trop longtemps lors des réunions de famille, la manière dont mes parents échangeaient des regards quand je posais des questions sur des photos de bébés qui semblaient étrangement commencer à ma 2e année. Isabella, je ne pouvais pas l'appeler maman à cet instant, était assise en face de moi à la table de cuisine où j'avais mangé des milliers de repas, fait mes devoirs, fêté mes admissions en faculté de droit. Cette même table où elle m'avait appris à faire des pâtes fraîches avec des gestes précis et patients. Maintenant, ses mains étaient immobiles, posées soigneusement sur ses genoux comme une déclaration préparée. Nous allions te le dire, dit-elle. Quand tu serais plus grande. Puis quand tu aurais terminé tes études. Puis quand tu serais prête. Mais tu ne l'étais jamais, et nous n'avons jamais été assez courageux. Je fixais la boîte. À l'intérieur, des lettres écrites d'une écriture que je ne reconnaissais pas, adressées à « ma chère Elena », à l'encre bleue devenue grise. Il y avait des photos, une jeune femme avec mes yeux et mon menton têtu, tenant un bébé qui était clairement moi. Des bracelets d'hôpital, un acte de naissance avec des noms différents, et une lettre qui commençait par « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu à l'opération. » Elle s'appelait Francesca Bianchi. Elle avait 19 ans lorsqu'elle m'a eu, 20 lorsqu'elle est décédée de complications après une appendicectomie de routine. Elle était étudiante à l'université de Florence, étudiait la littérature, travaillait le soir dans une petite trattoria près du Ponte Vecchio pour payer ses études. Elle était brillante, fauchée, terrifiée et seule, et quand elle est tombée enceinte, elle a fait un plan. Isabella et Marco Rossi essayaient d'avoir des enfants depuis 8 ans. Ils avaient suivi des traitements de fertilité, subi des fausses couches, tenté des adoptions qui avaient échoué. Lorsque Francesca est entrée dans le cabinet médical de Marco à Florence, enceinte de 7 mois et cherchant quelqu'un pour s'occuper de son bébé si quelque chose lui arrivait, cela a semblé être le destin. C'est elle qui les avait choisis, expliqua Isabella. Pas une agence, pas des inconnus. Elle avait étudié le parcours de Marco, pris 3 cafés avec Isabella, posé des questions sur leur projet d'éducation, leur vision de la culture italienne, leur tradition familiale. Elle leur avait fait promettre de tout me révéler quand je serais assez grande pour comprendre. Ils avaient promis. Puis ils avaient oublié comment le faire. Elle t'aimait tellement, murmura Isabella, et je réalisai qu'elle pleurait. Elle t'a écrit une lettre chaque semaine jusqu'à sa mort. Elle voulait que tu connaisses sa voix. Je passai les 3 jours suivants à lire. Les lettres de Francesca étaient comme des capsules temporelles, chacune un instantané de ses espoirs et de ses peurs. Elle écrivait sur les nausées matinales et les examens finaux, sur le choix de mon prénom parce qu'il signifiait « lumière brillante », mais aussi « compassion ». Elle écrivait sur sa propre mère, morte quand Francesca avait 16 ans, sur le sentiment de solitude à Florence malgré ses années passées là-bas. « Je veux que tu sois courageuse de manière que je suis encore en train d'apprendre », écrivait-elle dans une lettre. « Je veux que tu poses des questions et que tu exiges des réponses, et que tu ne te contentes jamais du silence quand c'est la vérité que tu recherches. » Mais la vérité, j'apprenais, était plus compliqué que je ne le pensais. Les Rossi, car j'avais commencé à les percevoir comme séparés de moi, m'avaient tout donné. Des cours de piano, des vacances en Méditerranée, les frais universitaires, un soutien inconditionnel. Ils avaient célébré mes réussites comme les leurs parce que, insistait-il, j'étais leur fille. Jamais ils ne m'avaient fait sentir comme une étrangère ou une consolation. Mais ils avaient aussi bâti notre famille sur un fondement d'omission. Chaque gâteau d'anniversaire, chaque carte pour la fête des mères, chaque fois où j'avais dit « Je tiens ma ténacité de toi, maman », était imprégné d'un secret de plus en plus lourd avec le temps. Je déménageais la semaine suivante. Pas parce que j'étais en colère, même si je l'étais, mais parce que j'avais besoin d'espace pour comprendre qui j'étais, maintenant que l'histoire que je me racontais sur mes origines était incomplète. Je louai un petit appartement à Rome, non loin d'où Francesca avait vécu en tant qu'étudiante, et commençai à enquêter sur sa vie comme une détective sur une affaire classée. L'université de Florence avait des archives.
Francesca avait été sur la liste du doyen chaque semestre. Elle écrivait pour le magazine littéraire, participait à l'association culturelle étudiante, donnait des cours d'italien aux étudiants internationaux. Ses professeurs se souvenaient d'elle comme une étudiante discrète mais perspicace, du genre à poser des questions qui forçaient les autres à réfléchir davantage. Je retrouvai son ancienne colocataire, Giulia, aujourd'hui enseignante à Milan. Nous avons parlé pendant 2 heures un mardi soir, et Giulia m'a raconté des détails que les lettres ne pouvaient pas capturer. Le rire de Francesca, apparemment contagieux et un peu trop bruyant pour les bibliothèques. Sa cuisine catastrophique, sauf pour un risotto que sa grand-mère lui avait appris. Son habitude d'écrire dans les marges des livres, entamant des conversations avec des auteurs morts depuis des siècles. Elle était si enthousiaste à l'idée de te rencontrer, dit Giulia. Effrayée, oui, mais enthousiaste. Elle avait déjà choisi des livres à te lire. Elle avait tout un plan sur comment équilibrer ses études et la maternité. Elle comptait prendre une année de césure, travailler, économiser, puis revenir terminer son diplôme pendant que tu jouerais dans un coin de la bibliothèque. Le plan qui n'a jamais vu le jour. La vie qui s'est terminée dans une chambre d'hôpital alors que je n'avais que 6 mois, pendant que j'étais en sécurité dans la maison des Rossi à Rome, apprenant à dormir toute la nuit dans un berceau qu'ils avaient assemblé avec les conseils de Francesca. Ce qui m'a brisé, ce n'était pas la tromperie, même si elle m'a blessée. C'était la perte. Pas seulement celle de Francesca, mais celle de la relation que nous aurions pu avoir. Les conversations, les regards partagés, cette manière qu'elle aurait peut-être eue de comprendre certaines parts de moi qui demeuraient des mystères pour des parents bienveillants, mais qui avaient fait de leur mieux avec un enfant qui ne leur ressemblait pas tout à fait. J'ai trouvé la tombe de Francesca un jeudi de novembre. Elle se trouvait dans un cimetière à l'extérieur de Florence, une simple pierre tombale avec son nom, ses dates, et une ligne de poésie de Dante. J'avais apporté des fleurs, des lys blancs, comme le voulait la tradition, et la dernière lettre que j'avais découverte, écrite la semaine précédant sa mort. J'espère que tu me pardonneras de t'avoir quitté, avait-elle écrit. J'espère que tu comprendras que rester n'était pas un choix que j'avais. Je me suis assise près de sa tombe et j'ai lu la lettre à voix haute, me sentant à la fois ridicule et légitime. Puis je lui ai parlé de mes études de droit, de mon travail dans une ONG qui aide les familles immigrées à Rome, de la façon dont j'avais appris à faire le risotto de sa grand-mère grâce à une recette retrouvée parmi ses affaires. Je lui ai parlé d'Isabella et Marco, de la manière dont ils m'avaient élevé avec patience et fierté, de leur soutien quand j'ai choisi de travailler dans le droit de l'immigration, même s'ils s'inquiétaient des longues heures et des dossiers difficiles. De la manière dont ils avaient su, avant même que je m'en rende compte, que je passerais ma vie à construire des ponts entre les mondes. Ils ont tenu leur promesse, ai-je dit à la pierre tombale. Ils m'ont parlé de toi. Juste avec 24 ans de retard. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message vocal d'Isabella. Sa voix était prudente, pleine d'espoir. Elena, Cara, on fait des raviolis dimanche. La cuisine est vide sans toi. Tu veux venir dîner à la maison? Maison. Ce mot sonnait étrangement à présent, chargé de plus de poids et de possibilités qu'avant. La maison des Rossi était un foyer parce qu'ils en avaient fait un, mais l'histoire de Francesca en était un autre type d'appartenance, tissé de lettres, de souvenirs, et de la poésie génétique des traits partagés que je reconnaissais sur de vieilles photos. J'ai rappelé Isabella. Je viendrai, ai-je dit. Mais j'ai des questions. Je sais, a-t-elle répondu. Nous avons des réponses. Enfin. Ce dimanche-là, nous avons fait des raviolis et parlé de Francesca. Isabella m'a montré des photos que je n'avais jamais vues, m'a raconté des histoires que les lettres ne pouvaient pas contenir. Marco a avoué qu'il s'était parfois demandé si j'avais hérité du don de Francesca pour les langues, de sa manière de voir des motifs dans ce qui semblait aléatoire. C'est elle qui nous a choisis, a répété Isabella, et cette fois, je l'ai entendue autrement. Non comme une excuse pour le silence, mais comme la base de tout ce qui avait suivi. Francesca avait regardé ces 2 personnes et décidé qu'ils sauraient m'aimer comme elle l'aurait fait. Elle avait eu raison. Au fil des mois suivants, j'ai commencé à leur rendre visite plus souvent. Non pas parce que j'avais pardonné la tromperie, la confiance, une fois fissurée, mais du temps à se reconstruire, mais parce que j'apprenais à accepter plusieurs vérités en même temps. Isabella et Marco étaient mes parents à tous les égards importants, et Francesca était ma mère dans des façons plus profondes que la mémoire. Je gardais ces lettres sur ma table de chevet et j'en lisais une toutes les quelques semaines, laissant sa voix m'être familière. J'ai commencé à lui écrire en retour, non pour envoyer ses lettres, mais pour continuer la conversation qu'elle avait commencée.
Je lui racontais les affaires sur lesquelles je travaillais, les familles que j'aidais à naviguer dans le droit de l'immigration italien, les façons dont son histoire avait façonné ma compréhension du mot « foyer », non comme un lieu où l'on est, mais comme quelque chose que l'on construit. Un soir, alors que je rentrais du travail en marchant dans les ruelles étroites de Trastevere, j'ai reçu un appel d'Isabella. Sa voix était excitée, nerveuse. « Elena, j'ai quelque chose à te dire. » Nous avons retrouvé sa famille. La tante de Francesca, Maria, était toujours en vie et vivait à Naples. Elle me cherchait depuis des années, expliqua Isabella, collaborant avec des détectives privés et des sites de généalogie, espérant retrouver la fille que sa nièce avait confiée au Rossi. Elle avait finalement retrouvé la trace de Marco grâce à ses enregistrements médicaux. Elle veut te rencontrer, dit Isabella. Mais seulement si tu le souhaites. Sans pression. Sans attente. Juste, la possibilité d'un lien. J'ai rencontré Maria 3 semaines plus tard dans un café près de la place d'Espagne. Elle était petite et élégante, avec les yeux de Francesca et un sourire qui illuminait tout son visage. Elle avait apporté des albums photos et des histoires, des recettes de famille et un médaillon en or ayant appartenu à ma grand-mère, la mère de Francesca, morte avant ma naissance. Francesca m'a écrit à propos de toi, dit Maria, sa voix teintée d'un accent napolitain chaleureux. Elle disait que tu serais forte, curieuse et gentille. Elle avait raison. Nous avons parlé pendant 4 heures. Maria m'a raconté la famille que je n'avais jamais connue, des arrière-grands-parents libraires à Naples, un grand-père qui avait fondé un restaurant prospère avant que la guerre ne détruise tout, une lignée de femmes qui avaient survécu à l'occupation, à la pauvreté, à la perte, trouvant toujours des moyens de créer de la beauté et du sens. Ta mère, dit Maria, c'était la première de notre famille à aller à l'université. Elle allait devenir enseignante, peut-être écrivain. Elle avait tant de projets. Des projets qui se sont arrêtés avec moi. Je portais ce poids depuis la lecture des lettres, la conscience que mon existence avait coûté l'avenir de Francesca. Mais Maria secoua la tête lorsque j'essayais d'exprimer ma culpabilité. Tu n'étais pas la fin de ces projets, dit-elle fermement. Tu étais le début d'autres projets. De meilleurs projets. Elle m'a dit un jour que ta venue lui avait fait comprendre pourquoi elle avait eu si peur de vivre pleinement. Elle disait que tu lui avais appris à être courageuse. J'ai commencé à rendre visite régulièrement à Maria à Naples. Elle m'apprit le dialecte napolitain que Francesca parlait enfant, me montra comment préparer des pâtisseries traditionnelles dont les recettes racontaient des histoires. Elle me présenta des cousins que je ne savais pas avoir, napolitains de 3e ou 4e génération avec leurs propres récits de survie et de résilience dans une ville exigeante, à la fois dure et tendre. Lors des réunions de famille, car c'en était, désormais bruyantes, chaotiques, pleine d'enfants courant entre les tables débordantes de nourriture, j'apercevais Francesca dans les gestes partagés, les rires semblables, la manière dont plusieurs d'entre nous fronçaient les sourcils de la même façon en se concentrant. J'appartenais ici aussi, d'une manière à la fois étrangère et familière. Isabella craignait, au début, que je choisisse la famille de Francesca plutôt que la sienne. Sa peur était compréhensible mais injustifiée. L'amour n'est pas une ressource limitée. L'appartenance n'est pas exclusive. J'avais appris à voir la famille comme un cercle qui s'élargit, et non comme un système fermé. C'est vous qui m'avez élevé, ai-je dit un soir à Isabella, alors que nous rangions la cuisine de la maison où j'avais grandi, où tout sentait le romarin et respirait la sécurité. C'est vous qui m'avez appris à penser par moi-même, à poser des questions, à me battre pour ce qui est juste. Ce ne sont pas des traits génétiques. C'est ça, être parent. Elle resta silencieuse un moment, rinçant la vaisselle avec ce soin méthodique qu'elle appliquait à tout. J'avais tellement peur, dit-elle enfin, que si tu apprenais l'existence de Francesca, tu réalises que nous ne suffisions pas. Vous étiez suffisant, ai-je répondu. Vous l'êtes toujours. Mais connaître son histoire ne diminue pas ce que vous m'avez donné. Ça l'enrichit. Le jour de mes 27 ans, j'ai organisé pour la première fois un dîner dans mon appartement. Isabella et Marco étaient présents, ainsi que Maria et 2 de mes cousins récemment découverts de Naples. La conversation naviguait entre les dialectes romains et napolitains, entre les histoires sur Francesca et les actualités des affaires sur lesquelles je travaillais, entre le passé, le présent et l'avenir. Marco, qui était resté silencieux pendant une grande partie de la soirée, prit enfin la parole alors que nous partagions le gâteau d'anniversaire. Francesca serait fière, dit-il simplement. Fière de ce que tu es devenu. Fière de la famille que tu as construite. Il avait raison. En lisant ces lettres, j'avais compris que la plus grande peur de Francesca n'avait pas été de mourir, mais que je grandisse en me sentant seule, déconnectée de l'histoire, de la culture, et de la longue lignée de femmes fortes qui avaient rendu ma vie possible.
Mais je n'étais pas seule. J'étais entourée de personnes qui avaient choisi de m'aimer, de différentes manières et pour différentes raisons, mais avec la même intensité. Isabella et Marco, qui m'avaient fait leur fille par des gestes quotidiens de soins et de dévouement. Maria, qui m'avait cherchée pendant des décennies, malgré la distance. Les collègues qui me confiaient leurs clients les plus vulnérables. Les clients qui partageaient leurs histoires et me laissaient défendre leurs rêves. Francesca voulait que je sois courageuse. Elle voulait que je pose des questions, que je réclame des réponses, et que je ne me contente jamais du silence quand j'avais besoin de vérité. Elle voulait que je comprenne que la famille, ce sont à la fois les gens qui vous élèvent et ceux qui vous ont précédés, les liens vivants et les souvenirs génétiques, les attaches choisies et celles héritées. J'avais appris tout cela. Mais j'avais aussi compris quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas prévu, que la vérité n'est pas toujours une destination. Parfois, c'est un processus, une manière de vivre avec des questions sans réponse simple, un engagement envers l'honnêteté même quand elle est compliquée. 2 ans plus tard, alors que je vidais mon appartement avant d'emménager dans un endroit plus grand, assez grand pour les dîners familiaux devenus une tradition mensuelle, alternant entre Rome et Naples, je retrouvais une boîte contenant mes propres lettres. Des lettres que j'avais écrites à Francesca au fil des années, poursuivant la conversation qu'elle avait commencée avant ma naissance. Je les ai relues, surprise de voir à quel point j'avais grandi et changé depuis cette révélation d'anniversaire. La colère s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus nuancé, de la gratitude pour le cadeau complexe d'une vie façonnée par plusieurs formes d'amour. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai écrit une dernière lettre. Pas à Francesca cette fois, mais à moi-même, à la femme que je devenais, ce pont entre les mondes qu'elle avait espéré que je sois. Chère Elena, tu es la fille d'une femme assez courageuse pour choisir l'amour plutôt que la peur, même lorsque l'amour signifiait laisser partir. Tu es la fille de personnes assez patientes pour attendre 25 ans afin d'avoir les conversations les plus importantes. Tu es la fille d'une histoire faite de pertes et de découvertes, de silence et de vérité, de fin et de commencement. Tu es tout cela. Tu es suffisante. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe et je l'ai rangée dans mon tiroir, à côté des lettres de Francesca, des photos de dîners familiaux et des cartes de visite de clients dont les affaires s'étaient conclues par une victoire. Un jour, peut-être, j'aurai une fille à qui raconter ces histoires. Ou peut-être que je continuerai à bâtir des ponts autrement, en aidant des familles à naviguer entre les cultures, les pays, et les différentes significations du mot « chez soi ». Dans tous les cas, j'avais compris ce que Francesca espérait que je comprenne, que la vérité n'est pas toujours confortable, mais qu'elle mérite toujours d'être cherchée. Que la famille est à la fois un héritage et un choix. Que l'amour est assez vaste pour contenir les contradictions, assez patient pour attendre le bon moment, et assez fort pour survivre au poids d'un silence enfin brisé. Le camion de déménagement est arrivé le lendemain matin. Alors que je refermais le dernier carton, j'ai jeté un regard à l'appartement où j'avais appris à vivre avec des questions, où j'avais découvert que l'identité n'est pas figée mais fluide, où j'avais appris à être reconnaissante pour une histoire qui avait commencé par une perte et qui, d'une manière ou d'une autre, était devenue une histoire d'abondance. Isabella m'a appelé pendant que je chargeais le camion. « Tu as besoin d'aide pour le déménagement ? » « Tout va bien, » ai-je répondu. « Mais le dîner est toujours prévu pour dimanche, n'est-ce pas ? » « Pour rien au monde je ne le manquerai, » dit-elle. « Maria apporte ses fameuses sfogliatelles. »« Parfait, » ai-je dit. Et je le pensais vraiment. On se voit à la maison. À la maison. Aux 2 maisons. À toutes les maisons. Celle que j'avais héritée, celle que j'avais choisie, et celle que je construisais encore, une conversation à la fois.